Bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier webinaire Innovatome. Donc, je suis Elsa Lemaître et je serai votre modératrice aujourd'hui. Et Thomas de la société Advancecom est l'administrateur du webinaire et est présent avec nous en support technique. Je te passe la parole. Du coup, si vous avez le moindre souci et que vous pouvez me parler dans le chat, vous écrivez ici et je vous répondrai. Et pour le reste de la présentation, je vais disparaître. À plus tard. Donc, vis-à-vis des aspects techniques, donc comme l'a indiqué Thomas, pour tout souci technique, vous discutez avec lui sur le chat. Donc, c'est sur la rubrique en haut à droite. Et ensuite, pour poser votre question tout au long du webinaire, vous allez dans la rubrique Q et R. Et du coup, vous posez vos questions et en tant que modératrice, je les relayerai aux intervenants. On va attendre 2-3 minutes le temps que les dernières personnes se connectent. Nous avons un peu plus de 80 inscrits, donc je propose de commencer. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Cécile Arbouille, déléguée générale du GIFEN, et Guillaume Tremblay, qui est rapporteur de la commission innovation et R&D du GIFEN et directeur technique de Nuclear Valley, qui vont nous apporter leur éclairage pour ce premier webinaire. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans un premier cycle de 3 webinaires sur les axes stratégiques de la transformation de la filière en termes innovation et R&D, en illustrant ces changements, notamment à travers la présentation de nouvelles installations. Donc, le deuxième webinaire aura lieu fin juin et le troisième autour de mi-juillet. Et on va vous donner plus d'informations à ce sujet. On a aussi prévu d'organiser 2 autres cycles de webinaires à partir de septembre. Donc, je vais commencer une première petite présentation pour l'introduction. Donc, qui est derrière cette organisation de webinaire? C'est la SFEN Jeune Génération. Donc, la SFEN Jeune Génération rassemble les étudiants et jeunes professionnels de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire. Donc, c'est une association loi 1901 qui regroupe environ 4000 ingénieurs, chercheurs, enseignants, et dont les missions sont à la fois de fédérer les femmes et les hommes qui travaillent dans le nucléaire par la mise en commun de connaissances scientifiques et techniques et aussi au transfert de compétences, mais aussi par le partage et l'information pour contribuer plus largement à l'amélioration des connaissances sur l'énergie nucléaire et ses applications civiles, et puis aussi pour contribuer aux débats nationaux. Donc, la SFEN Jeune Génération a différentes activités à différentes échelles. Donc, pour commencer au niveau international, on est en synergie avec nos homologues à la fois au niveau international, donc IYNC, et aussi au niveau européen, le NSYGN. Et il y a plusieurs personnes de la SFEN Jeune Génération qui ont participé ces dernières années aux différentes COP, notamment avec l'initiative Nuclear for Climate. Au niveau national, nous avons 2 événements phares qui sont Atoms for the Future, qui est vraiment l'événement annuel des étudiants et des jeunes professionnels de la filière. Et donc, cette année, il aura lieu vers octobre-novembre. Et le concours Innovatome, transformé cette année en webinaire Innovatome. Un petit mot sur le concours. Il a été créé en 2016 avec le soutien des entreprises de la filière et porte vraiment 2 ambitions. La première, c'est de faire émerger des idées nouvelles, voire de favoriser la création de start-up au sein d'équipes pluridisciplinaires. Et la deuxième, c'est de développer l'esprit d'innovation des leaders de demain. Donc, étudiants et jeunes professionnels qui sont connectés, on vous donne rendez-vous en 2021 pour le concours Innovatome sous son format habituel.
Au niveau régional, on a plusieurs activités qui sont assez différentes. On a des organisations de visites, des apéros ou des after-work, avec ou sans intervenants. Donc, c'est assez divers. Derrière toutes ces activités, il y a une équipe de bénévoles qui est très motivée. Et donc, je vous mets en image ici le bureau. Oups, j'ai l'impression que c'est parti. Attendez, je reviens. Hop. Voilà. Donc, ici, vous avez en image le bureau. Donc, sous la présidence de Yann Morvan. Et pour ma part, du coup, je suis impliquée dans la SFEN Jeune Génération depuis 2015 avec le pilotage du concours Innovatome. Et puis pour cette année, les webinaires Innovatome. Et aujourd'hui, je suis également vice-présidente en charge de l'innovation auprès de Yann Morvan. Sinon, on a une équipe communication qui est très dynamique et qui alimente nos réseaux sociaux régulièrement. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver. Sinon, personnellement, je suis ingénieure nucléaire de formation et j'ai travaillé 6 ans à l'Andra, notamment en tant qu'architecte ensemblier adjoint sur le projet CIGEO. Donc, il y a un projet passionnant et complexe qui a pour objectif de stocker les déchets radioactifs les plus dangereux dans une couche d'argile à 500 mètres sous terre dans l'est de la France. Et j'ai rejoint le CEA depuis quelques mois en tant qu'auditrice interne. En revenant au sujet du webinaire d'aujourd'hui, pour toute industrie, la question de stratégie d'innovation se pose, plus particulièrement encore lorsqu'on s'intéresse à la troisième industrie en France, qui est l'industrie nucléaire, et qu'on regarde le contexte depuis ces dernières années. On a des installations qui sont un peu vieillissantes, associées à un contexte réglementaire et environnemental toujours plus exigeant. Une image auprès des citoyens, un soutien politique qui peut être parfois en dents de scie, et puis particulièrement le contexte aujourd'hui, avec la crise sanitaire et puis le plan de relance associé. Parallèlement, pour répondre à ces nouveaux enjeux, on a des technologies qui ont émergé, qui sont autant d'opportunités pour réinventer l'usine et ouvrir la voie à une industrie nouvelle. Donc, pour nous donner un éclairage sur le sujet, j'ai l'honneur d'introduire à nouveau nos deux intervenants, donc Cécile Arbouille, déléguée générale du GIFEN, et Guillaume Tremblay, rapporteur de la commission Innovation et R&D du GIFEN et directeur technique de Nuclear Valley. Et donc, pour commencer, je vous propose de laisser la parole à Cécile. Donc, Cécile, je vais charger ta présentation. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie. Je remercie Elsa et puis la SFEN donc de m'avoir conviée à cette présentation et donc de me donner l'occasion de vous parler du GIFEN. Alors, moi, je vais vous faire une présentation générale sur le GIFEN et ensuite Guillaume qui contribue très fortement sur la partie innovation vous parlera plus précisément de ce sujet-là. Donc, le GIFEN, ça veut dire groupement des industriels français de l'énergie nucléaire. C'est moi qui ai la main sur les transparents. Voilà, donc c'est un nouveau syndicat professionnel. C'est le syndicat professionnel de la filière qui a été créé il y a 2 ans. Alors, le premier slide, là, rappelle un peu certaines choses que vient de dire Elsa sur le contexte de la filière nucléaire et que vous connaissez certainement très bien. Mais juste un petit rappel, donc pour dire que c'est une filière alors, qui concerne tout type d'activité, de l'ingénierie jusqu'à la déconstruction, et qui porte en fait sur l'ensemble du cycle du combustible. C'est une filière qui a pu être à un moment donné dans une phase favorable, je parle notamment dans les années 70, 80 jusqu'au milieu des années 90, et puis qui petit à petit a été confrontée à des défis qui peuvent être pour certains assez compliqués en ce moment. Donc, on en a cité quelques-uns là que vous reconnaîtrez, l'acceptabilité auprès du grand public, qui est quelque chose qui a
qui était moins facile, notamment après Tchernobyl et encore plus après Fukushima. L'attractivité, qui est aussi devenue un sujet, alors qui n'est pas un sujet spécifique à l'industrie nucléaire, qu'on va retrouver dans toutes les filières industrielles, qui est aussi quelque chose qui est relativement récent dans l'histoire de l'industrie en France depuis la guerre. Les solutions pérennes pour les déchets, alors ça, c'est un enjeu qui existait dès le départ, mais qui rejoint l'acceptabilité parce que maintenant, il y a aussi la question de l'acceptation par le public qui n'était pas forcément très présent sur ces thèmes au départ. Le coût, qui est aussi devenu un sujet, puisque quand le parc nucléaire a été construit sur une décision politique, les aspects coûts ne prévalaient pas, alors qu'aujourd'hui, le coût, évidemment, rentre en jeu dans la décision de moyens de production d'électricité. Et puis, on a un enjeu aujourd'hui aussi sur l'international, puisque le marché français ne suffit pas à la filière, puisqu'on n'a pas de grands projets qui sont encore lancés. Donc, l'international est un enjeu important pour la pérennité de la filière. Donc voilà, ça c'est des éléments de contexte que j'imagine que vous devez connaître. La filière, alors la filière au sens, donc les industriels qui constituent cette filière, on peut en donner quelques chiffres, donc qui viennent d'être publiés là au mois de mars, qui sont le résultat d'une enquête qui a été réalisée en 2019. Donc, dans cette filière, il y a à peu près 3200 entreprises donc, qui travaillent pour cette filière, donc sur les différents domaines que j'ai cités avant, avec tout type d'entreprises et comme vous le voyez, pas mal de PME et aussi de TI, donc entreprises de taille intermédiaire. La particularité de notre filière, c'est que souvent, très souvent même, ces entreprises travaillent aussi pour d'autres secteurs industriels. Elles ne sont pas en général spécialisées dans le nucléaire. En moyenne, elles réalisent 20% de leur chiffre d'affaires dans le nucléaire. Elles travaillent aussi notamment dans l'aéronautique, dans d'autres industries mécaniques ou électriques. Voilà. Donc, c'est une spécificité par rapport à d'autres filières industrielles. Elle regroupe 220 000 emplois. Son chiffre d'affaires est de l'ordre de 45 milliards. Et puis donc après, vous voyez quelques données qui sont plutôt relatives à les réacteurs qui sont en France et à l'étranger. Et puis, ce qu'on essaye maintenant de valoriser, c'est qu'on est quand même le moyen de production d'électricité le plus faiblement émetteur de CO2. Et c'est intéressant d'avoir quand même les chiffres en tête. Alors ça, c'est les chiffres du GIEC par rapport au gaz et au charbon. Alors, ce que je vais vous expliquer là rapidement, c'est en fait la structuration que les gouvernements successifs ont essayé de mettre en place pour revaloriser l'industrie en France. Ça, c'est des initiatives qui viennent du Premier ministre, donc qui sont pilotées par le Premier ministre, au travers d'une instance qui s'appelle le CNI, le Conseil national de l'industrie, et donc de CSF, Comité stratégique de filières. Il y en a une petite vingtaine donc, qui couvrent l'ensemble des filières industrielles et dont le CSFN qui concerne le nucléaire. Alors, vous allez me dire quel lien avec le GIFN? En fait, le lien avec le GIFN, c'est que ce CSFN est une instance uniquement stratégique, donc qui travaille sur 4 axes: emploi, compétences et formations numériques, R&D et international, au travers d'un contrat que le CSFN a signé avec l'État, dans lequel il y a des engagements réciproques. Par contre, au-delà de ces décisions stratégiques et de ces engagements, il y a un certain nombre d'actions qui doivent être réalisées. Et concrètement, le GIFN a pris à son compte une grande majorité des actions qui sont citées dans ce contrat de filière. Donc ça, c'est un lien étroit que l'on a avec des actions nationales et ça conditionne aussi
nos feuilles de route, et notamment la feuille de route R&D, innovation et R&D du GIFEN, qui donc est cohérente avec ces engagements que la filière a pris vis-à-vis de l'État. Alors, le GIFEN lui-même est donc organisé comme le syndicat professionnel de la filière, donc qui est unique et national, mais il est dans tout un écosystème d'associations qui existait avant le GIFEN, puisque le GIFEN n'a été constitué qu'il y a 2 ans. Donc, ces associations, aujourd'hui, qui continuent à exister à côté du GIFEN, ce sont des associations d'objets spécifiques. Toutes les associations qui avaient une vocation généraliste, donc comme celle ci-dessous, par exemple l'AIFEN, le GIEN, PFME, ce sont des associations qui sont venues se fondre dans le GIFEN il y a 2 ans. Voilà, donc dans les associations spécifiques que vous devez connaître, l'AFSEN et le BNEN travaillent sur les normes et sur la réglementation. l'I2EN est une association qui travaille sur la formation. L'ASFEN, évidemment, que vous connaissez. Nucléaire Vallée est une association régionale et qui a la particularité d'être le pôle de compétitivité de la filière, c'est-à-dire qu'elle accompagne les entreprises qui ont des projets innovants dans le domaine du nucléaire pour aller chercher des financements auprès de l'État. Alors, ce syndicat professionnel, c'est une instance qui, pour la première fois, ça n'existait pas dans les associations précédentes, réunit les grands donneurs d'ordre et les industriels de la filière. Les grands donneurs d'ordre, ce sont EDF, Orano, Framatome, le CEA et l'Andra. Et les industriels, ce sont donc tous ceux qui veulent adhérer au GIFEN et qui travaillent pour ces grands donneurs d'ordre. Donc on a 2 grandes activités, 2 grandes familles d'activités. La première, ce sont des missions stratégiques à but non lucratif. Donc la première, c'est porter la voix de cette filière, notamment auprès des pouvoirs publics. Et la deuxième action, donc qui, elle, est quand même assez nouvelle par rapport à ce que les associations faisaient auparavant, qui est essayer de fédérer et d'organiser la transformation de la filière sur un certain nombre de sujets. Les 4 sujets majeurs qui sont ceux qu'on retrouve au contrat de filière, donc compétences et formations, innovation R&D, numérique et international, et puis d'autres sujets, 4 autres sujets qui sont propres à la filière indépendamment de l'État et que je vous décrirai après. Donc tous ces sujets, ces 8 sujets font l'objet de 8 commissions thématiques. Et puis après, on a des services payants auprès des entreprises qui étaient déjà délivrés par des associations qui existaient auparavant et que l'on a repris. Donc il y a tout un accompagnement aux activités à l'international. Il y a l'organisation du salon WNE, donc que l'on a repris. Et puis il y a d'autres services plus spécifiques. Alors aujourd'hui, le GIFEN, nous avons 206 adhérents. Donc, comme vous le voyez, donc les fameux 5 grands donneurs d'ordre, et puis après, une majorité de PME et de TI. Nous avons aussi des membres partenaires, donc ça, c'est des organisations professionnelles, et puis des membres associés, donc c'est d'autres types d'organisations comme la SFEN ou Nucléaire Vallée. Donc, nous avons aujourd'hui une base contact adhérent de 790 personnes. Pour les services, nous sommes en contact avec 1500 entreprises de la filière. Et puis nos fameuses commissions, donc dans lesquelles on essaye de travailler sur la transformation de la filière. Ce sont des commissions qui sont ouvertes à tous les adhérents, donc qui viennent y contribuer sur la base du volontariat. Et donc aujourd'hui, dans les 8 commissions, nous avons au total 126 entreprises qui contribuent au travers de 460 personnes qui viennent participer à ces groupes de travail sur la base du volontariat. Donc voilà ces fameuses 8 commissions. Donc vous avez sur la droite international numérique compétences innovation, qui sont les grands sujets et qu'on va retrouver également dans le contrat de filière. Et puis sur la gauche, vous avez les autres sujets dont on s'est doté, donc qualité et sûreté, affaires européennes, donc ça c'est tout le lien avec Foratom, qui est le lobbyiste européen pour la filière nucléaire, donc auquel on contribue pour la France. Une commission communication. Et puis,
une commission France, que je résume en France, qui a vocation à mieux interfacer les fournisseurs de la filière et leurs grands donneurs d'ordre, en notamment mettant en visibilité tous les projets à venir et les ressources que ces projets vont demander, dont elles auront besoin, pour un dialogue anticipé avec la supply chain pour qu'elle puisse se préparer à ces grands projets. C'est notamment dans ce cadre qu'on travaille avec EDF pour le fameux dossier de construction potentielle de 6 nouveaux réacteurs EPR2. Alors ça, c'est juste pour vous donner une image, je ne sais pas si on voit bien, des entreprises qui participent à chacune des 8 commissions. Alors, je vois qu'il y a une question pour adhérer au GIFEN. Ça tombe bien parce que le transparent 10 vous montre que vous pouvez donc adhérer sous différents statuts. Donc, le statut de membre actif pour les entreprises, de membre partenaire pour les organisations professionnelles et de membre associé pour les autres associations. Donc, en fait, il suffit de justifier d'une activité dans le nucléaire civil en France. Et donc ensuite, on a des cotisations annuelles. Et donc pour une TPE étant moins de 10 personnes, l'adhésion est de 500 € par an. Voilà, donc après, j'ai quelques annexes qui vous montrent un peu l'organisation du GIFEN. Le syndicat professionnel, c'est comme une association. Donc ça veut dire que sa gouvernance est élue lors d'une assemblée générale par les membres qui sont réunis en assemblée générale et qui élisent ce fameux conseil. Voilà. Là, vous avez en transparent 13 les membres du conseil et du bureau. Alors le bureau, c'est la moitié des membres du conseil qui se réunissent tous les mois, donc pour avoir une gouvernance efficace, alors que le conseil ne se réunit qu'une fois par trimestre. La particularité, alors ce qui est intéressant dans ce transparent, c'est de voir comment on a organisé la gouvernance. C'est-à-dire qu'on est à 50-50 entre les grands donneurs d'ordre et leurs fournisseurs, donc en termes de personnes et en termes de voix, ce qui n'est pas le cas dans toutes les instances des autres filières. Par exemple, dans la filière aéronautique, donc il y a un syndicat équivalent qui s'appelle le GIFAS, qui organise le Salon du Bourget, comme nous, on organise le WNE, et dans lequel les grands donneurs d'ordre ont quand même beaucoup la main sur les décisions, parce qu'on a des fournisseurs qui sont très captifs de leur donneur d'ordre, ce qui n'est pas le cas dans la filière nucléaire. Voilà, puis après, vous avez notre équipe. Voilà ce que je pouvais vous présenter globalement sur ce GIFEN. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation. Peut-être une question pour commencer, comme ça laisse le temps d'écrire dans le QR. Sur finalement la relation avec l'État, donc comme tu l'as mentionné, il y a un contrat avec l'État qui a été élaboré, et puis on voit qu'il y a un reporting aussi qui est fait. Finalement, comment ça se passe? C'est plutôt la filière qui propose des points à inscrire dans les axes stratégiques, ou alors c'est quelque chose qui se fait par des discussions, et il y a aussi des sujets qui sont un peu imposés par l'État. Est-ce que vous pouvez nous donner un idée là-dessus? Merci. Oui, alors effectivement, alors déjà, donc le contrat de filière a bien été signé par le CSFN et pas par le GIFEN. Hein. Donc le CSFN, c'est une instance, je l'ai mis là assez à gauche du transparent 4, dans lequel il y a des industriels, mais pas que. Il y a aussi les grands donneurs d'ordre, il y a l'État dans le CSFN aussi, et puis il y a les organisations professionnelles et les organisations syndicales. Donc, ce contrat a fait l'objet en fait d'une négociation. L'État, effectivement, ayant demandé à ce que certains axes soient développés, et puis la filière ayant aussi fait des propositions ou des contre-propositions. Donc, ça a fait l'objet d'une négociation entre toutes ces parties pour arriver donc à ce document. D'accord.
Il y a une question sur si chaque adhérent choisit sa commission. Oui, oui, tout à fait. C'est basé sur Participation. le volontariat. On n'oblige personne. Quand on est adhérent, on peut ne pas participer à aucun travaux. On peut juste bénéficier des informations, des événements qu'organise le GIFEN. La participation aux commissions, c'est vraiment sur le volontariat. D'accord. Donc là, on dirait que ça fait à peu près 2 ans que le GIFEN existe. Comment ça se passe pour vous en termes de retour d'expérience sur d'avoir ce syndicat qui, pour la première fois, regroupe vraiment l'ensemble des entreprises de la filière? Quel est votre point de vue sur ces 2 dernières années? Alors effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que le fait que dans une instance, regrouper les grands donneurs d'ordre et leurs fournisseurs, et qu'ils travaillent ensemble sur des objectifs communs, ça c'est quelque chose de très positif, je pense, qui redonne de la confiance entre ces 2 types d'acteurs, et du coup qui devrait donner de la confiance aussi en externe, donc au gouvernement et aux différentes parties prenantes. Donc ça, rien que ça, je trouve que c'est positif. Ensuite, par rapport aux projets de transformation, ce sont des projets qui ne se réalisent pas en quelques mois. Alors, on a été créé il y a 2 ans, mais ça a été administrativement il y a 2 ans. Les travaux des commissions, ils n'ont commencé qu'il y a 1 an. Donc, du coup, c'est encore un petit peu tôt. Par exemple, sur le numérique, on a un projet d'ouverture de plateformes d'échange et de stockage de documentation pour justement les grands donneurs d'ordre et leurs fournisseurs. Ça, il a fallu qu'on définisse le projet. Et puis là, on est dans une phase où on va aller chercher du financement auprès de l'État. Voilà, et ensuite, on passera en 2021 à la phase de développement de ces plateformes. Donc, c'est toujours des sujets qui peuvent prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, il y a globalement un élan qui est très positif, à mon sens. Et j'allais rajouter qu'il y a 2 questions qui se sont rajoutées sur, vous avez mentionné les 6 EPR en route en France. Quelle est exactement l'action du GIFEN sur ce dossier? Et puis je rajoute également la question, quelles sont les actions concrètes déjà entreprises par le GIFEN depuis les 1 an d'existence réelle? Alors, pour le projet de construction de 6 nouveaux réacteurs, l'État a demandé à EDF de produire un dossier qui comporte 6 ou 7 volets pour mi-2021 pour donner confiance au gouvernement sur le fait qu'EDF est prêt sur tout un certain nombre d'aspects, donc que ce soit des aspects techniques, des aspects administratifs, des aspects environnementaux, etc. Il y a un volet parmi ces 6 volets il y a une musique. Ouais. Il y a un volet qui doit décrire l'état de la préparation de la filière et notamment des fournisseurs d'EDF. Donc, sur ce volet-là, le GIFEN contribue, travaille, donc à la fois sur sa propre transformation et sur le fait de donner justement des informations et des garanties à l'État via ce dossier sur le fait que la filière sera prête et se prépare d'ailleurs déjà. Donc c'est de cette manière-là que l'on contribue en donnant des éléments sur ce volet fournisseur de ce gros dossier que DF doit remettre au gouvernement. Il y a des étapes dans ce travail, on ne remet pas tout mi-2021. Il y a déjà eu un gros livrable qui a été remis en avril au gouvernement et qui décrit toutes les actions justement que la supply chain met en œuvre, notamment à travers du GIFEN, pour se préparer. Et la deuxième question, c'était… C'était sur si vous avez un exemple ou des exemples d'actions concrètes entreprises par le GIFEN. Oui. Alors, de résultats concrets, comme je disais, c'est encore un peu juste parce qu'on n'en est qu'à 1 an. Un des gros dossiers, donc c'est les plateformes numériques.
dont j'ai parlé juste avant. Il y a eu aussi beaucoup de travail sur la partie compétences et formations. Donc où là, on a fait toute une cartographie des métiers et notamment des métiers en tension. Donc on parle beaucoup des soudeurs notamment, mais il y a aussi d'autres métiers. Et donc là, on a préparé un plan de formation spécifique à la filière qui s'appelle un EDEC, sur lequel on a fait une demande de financement aussi auprès de l'État. Donc on va attendre leur réponse et puis ensuite dérouler ce plan de formation. Ça, c'est deux gros projets qui ont été mis en œuvre. Et le troisième, j'en ai déjà parlé un petit peu aussi, c'est le fait de donner de la visibilité aux fournisseurs par rapport au projet des grands donneurs d'ordre. Et ça, donc, il y a tout un travail de plusieurs mois qui est en cours. Et le résultat de tout ce travail, et donc le fait de donner de la visibilité aux fournisseurs pour qu'ils puissent se préparer, sera fait à l'occasion d'une grande journée qu'on appelle la journée Perspective France. Alors, la première devait se tenir en avril, on a été obligé de la décaler en septembre avec le confinement. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est très attendu de la supply chain et qui sera quelque chose de très positif fait par la GIFM. Merci beaucoup, Cécile. Grâce à votre présentation, on voit bien que le GIFN est un cadre pertinent, adéquat pour faire avancer la filière sur des enjeux assez transverses. Et la thématique innovation et R&D en est une. Et du coup, je propose qu'on ait Guillaume qui puisse enchaîner sur sa présentation pour zoomer en particulier sur cette thématique. Donc, Guillaume, si tu peux revenir à l'écran et je vais charger ta présentation. Et oui, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de remarques pour récupérer les slides. En fait, au fil des présentations, on upload les slides dans la rubrique documents qui est tout en haut à droite de vos écrans. Merci Guillaume, je vous laisse la parole. Merci Elsa, merci Cécile pour tous ces éclairages. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Je vais essayer d'intégrer dans ma présentation des éléments de réponse à certaines des questions. Bonjour à toutes et tous, merci de votre attention, votre intérêt sur ce webinaire. Merci à la SFEN Jeune Génération de nous avoir accueillis et pour nous donner cette tribune. Et donc je vais essayer, moi rapidement, c'est assez dense, hein, le message que j'ai à délivrer dans la demi-heure qui nous sera allouée. Je vais essayer de vous donner un éclairage sur qu'est-ce qui se passe en termes d'innovation, de R&D dans la filière et dans quelle mesure est-ce que ça peut contribuer à la fois à répondre aux contrats de filière et à la fois à sécuriser les différents enjeux du nucléaire français en France et aussi à l'international. Les enjeux, bien sûr, écologiques, bien sûr de production énergétique, mais aussi les enjeux sociétaux, etc., géopolitiques. Ok, donc j'ai la main sur les slides. Alors, très rapidement, alors, vous voyez, hein, il y a des bandeaux confidentiels, ne pas diffuser, on vous cache rien. Hein. Blague à part, ce sont des chiffres qui sont tirés de l'enquête que mentionnait Cécile tout à l'heure, donc réalisée l'année dernière. Quelques chiffres concernant la dynamique de R&D et d'innovation dans le nucléaire. Donc, globalement, dans l'industrie, 3,4 milliards d'euros ont été consacrés à l'innovation, à la recherche, au développement au sens large par les entreprises de la filière en 2018. Donc, on peut se projeter sans trop de peine sur le même ordre de grandeur. Alors, on parle pas du nucléaire, là, on parle dans l'industrie. La part de cette force de R&D allouée à l'innovation dans le nucléaire, c'est un petit milliard d'euros. Dans les entreprises qui constituent un peu la typologie là de notre écosystème industriel nucléaire, une entreprise sur deux a une équipe et une vraie démarche, une vraie dynamique de recherche et de développement. Voilà les thématiques dans l'histogramme en dessous qui
on va dire, qui sont les territoires d'innovation, en tout cas les terrains dans lesquels les dépenses de R&D sont effectuées. Alors bien entendu, il y a des sujets qui cochent une ou plusieurs cases. Je pense que ce histogramme parle à peu près de lui-même. De toute manière, le message qu'il y a derrière sera repris plus loin plusieurs fois, puisqu'il s'agit finalement de vous faire prendre conscience qu'au-delà du génie atomique qui est un peu particulier, finalement, on est surtout une filière industrielle et tous les corps d'état techniques sont concernés par la démarche d'innovation. Alors, Cécile a présenté les différentes commissions. Une de ces commissions, comme vous l'avez bien compris, est la commission Innovation, Recherche et Développement du GIFEN. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi se réunit-on? De quoi parle-t-on? Quelle mission et quelles prérogatives nous essayons de soutenir? Alors, identifier et rendre lisibles les terrains d'innovation stratégique dans lesquels l'ensemble de la chaîne de valeur est attendu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au regard déjà des engagements qu'on a pris dans le contrat de filière, collectivement, et aussi au regard des besoins des grands donneurs d'ordre, des besoins industriels, finalement, où est-ce que tous les contributeurs de la chaîne de valeur de la filière est attendu en termes d'innovation. Il ne s'agit pas d'innover pour innover. Une très bonne idée, aussi bonne soit-elle, si elle n'arrive pas au bon moment et qu'elle ne rencontre pas un marché ou un besoin, ça fait un flop. Donc, il ne faut surtout pas gaspiller nos énergies, sans mauvais jeu de mots. Donc, bien sûr, du coup, reconnaître et observer les initiatives qui contribuent effectivement à la feuille de route que je vous détaillerai tout à l'heure. Et puis, bien sûr, un travail de promotion, de sponsor et de mise en mouvement de certains projets qu'on considère stratégiques, mais surtout qui sont révélateurs de l'intelligence collective. Et on essaye de vraiment promouvoir le fait que finalement, on va plus vite, plus loin, mieux, pour moins cher, à plusieurs, et que une filière dynamique, c'est pas forcément une filière où on est tous dans la défiance et dans la concurrence, mais qu'il y a beaucoup de place pour la collaboration et le partenariat. Alors la composition de la commission, c'est et Cécile en a parlé, c'est on va dire une trentaine d'organismes de toute taille, TPE, PME, ETI, grand donneur d'ordre. Cette commission, elle est présidée par le CTO d'EDF, Bernard Salat. Et donc j'ai l'honneur et la chance d'en être le rapporteur. Donc un rapporteur, c'est quoi? C'est bien sûr quelqu'un qui contribue activement au sujet, qui donne son avis, et c'est aussi le gentil organisateur et le facilitateur, le médiateur, voilà, de nos groupes de travail. Donc on s'est organisé en 3 thématiques, en fait, pour coller surtout aux engagements du contrat de filière. Promouvoir une économie circulaire, une deuxième thématique qui s'appelle réacteur du futur, et une troisième thématique, faut bien le dire, un peu fourre-tout, ce qui n'enlève pas d'intérêt du tout, qui s'appelle outils et usines du futur. Bon, je passe sur la rétrospective 2019 pour faire simple. On a beaucoup travaillé pour écrire la feuille de route, pour la détailler, pour savoir comment on allait passer des concepts à la mise en œuvre, comment on allait s'organiser avec tout l'écosystème de la filière de manière à réaliser nos missions. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est bien parti et on sait où on va. Ok, donc c'est quoi cette feuille de route? Elle est simple. Il y a quelques grandes babasses, et dans ces quelques grandes babasses, il y a quelques programmes. Donc l'axe numéro 1, promouvoir une économie circulaire. Alors, dans ce programme-là, on s'est attaché d'un point de vue stratégique, macroscopique, à détourer les quelques programmes industriels, portés bien entendu par les GDO, à un ou à plusieurs,
qui sont des terrains ou des réacteurs, toujours sans mauvais jeu de mots, d'innovation. Donc dans cette case, dans cette famille promouvoir une économie circulaire, ce qu'on met en avant comme étant stratégique pour la filière, c'est toutes les initiatives qui pourraient contribuer efficacement à avancer sur les programmes du multi-recyclage du plutonium dans les REP. Donc voilà, il y a deux grands scénarios, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais il y a deux grands scénarios de multi-recyclage du plutonium en REP. Et en gros, le principe, c'est brûler plus le combustible. Donc, voilà le premier programme. Tout ce qui va contribuer à la fermeture complète du cycle du combustible. Alors, bien entendu, on pense tout de suite à la démarche RNR, projet Astrid, etc. Donc, bien entendu, c'est là-dedans. Bon, le CEA et l'État a fait des annonces retentissantes concernant Astrid. Il n'empêche que le travail ne s'arrête pas, la veille continue. C'est vrai que ces programmes-là ont réduit la voilure, mais de manière générale, tous les programmes de réacteurs avancés et toutes les briques technologiques qui pourront y contribuer sont bien là-dedans. Toujours dans l'économie circulaire, un des grands programmes qui est stratégique pour la filière, avec sous-tendu par quand même un changement de paradigme fort sur la réglementation des déchets de très faible activité, et qui concerne finalement la valorisation des déchets de très faible activité, avec un premier axe qu'on n'a pas retenu dans la feuille de route, mais qui est très stratégique, qui est sur le recyclage des bétons. Mais en termes de volume, mais ce qu'on a retenu comme étant vraiment stratégique au premier chef, c'est le recyclage des métaux de très faible activité. Voilà. Et puis ensuite, tout ce qui est strictement économie circulaire, donc la valorisation des isotopes, des sous-produits ou voire de certains déchets de la filière. Je donnerai des exemples. Plus loin. Alors, réacteur du futur, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, alors réacteur, mais on aurait pu dire INB plutôt. Je pense que ça aurait été plus pertinent peut-être rétrospectivement. Il s'agit de tout ce qui va contribuer, les grandes briques qui vont contribuer à mener à bien nos programmes à venir de demain. Bien sûr, le PR2, les SMR. Je vais détailler un petit peu. CIGEO. Et donc voilà, les grands cliquets qu'il faut qu'on arrive à passer pour que ces programmes-là se passent bien dans les coûts, dans les délais. Le premier programme dans cette thématique-là, c'est arrêter en tout cas se démarquer des méthodes traditionnelles de construction génie civil et ne pas s'empêcher à aborder des modes un peu disruptifs de construction. Donc on a appelé ça, alors, je ne sais pas si c'est du très bon français, on a appelé ça constructibilité. Je préfère mode constructif. Il s'agit clairement de faire percoler beaucoup plus de modularité dans notre génie civil traditionnel. Peut-être en benchmarkant un peu plus d'autres industries, en particulier l'oil and gas, mais pas que. C'est mener à bien le SMR, Small Modular Reactor, à vocation de génération électronucléaire, donc qui est porté par une société qui est, on va dire, un consortium de grands donneurs d'ordre, ou quasi, qui s'appelle Neward. Donc toute initiative innovante qui contribuera ou pourrait contribuer à rendre un SMR compétitif. Ce SMR, il est aujourd'hui en phase d'APS, donc on sera agrégé à ce programme et sera retenu. Donc on encourage fortement toute la filière à innover pour le SMR dans tous les corps d'état techniques. Les autres concepts SMR, de quoi il s'agit? C'est le SMR, mais pas forcément pour la production électronucléaire. Merci Valérie pour la question.
C'est exactement ça. Il s'agit des SMR peut-être à vocation thermique. Bon, certains y croient, certains y croient moins. Je n'ai pas d'avis tranché à vous donner. On peut imaginer le SMR pour hydrolyser, pour aller se coupler avec la filière hydrogène. Bon voilà, l'hydrogène c'est bien beau, il faut absolument travailler beaucoup dessus, il faut que la France soit vraiment fer de lance aussi sur ce sujet-là. Il n'empêche qu'il faut beaucoup d'énergie pour hydrolyser, hein. Et donc pourquoi pas un SMR ou un MMR. Ensuite, il y a tout, j'essaye d'avancer un peu, il y a tout le paquet méthode d'ingénierie. On peut se le dire, on est quasiment entre nous, la filière nucléaire est pas forcément en pointe sur tout ce qui est ingénierie système et outils de design numérique. Il y a plein de bonnes raisons à cela, il y en a d'autres de moins bonnes. En tout cas, on peut facilement se l'expliquer. Aujourd'hui, il s'agit de rattraper vraiment l'état de l'art sur les méthodes d'ingénierie, les méthodes de gestion des exigences, tous les sujets de system engineering, PLM, maquette numérique, etc. Que peut-être maîtrisent un peu mieux d'autres filières et qu'il faut accélérer pour vraiment revenir dans la course dans notre filière. Alors, usines et outils du futur, c'est le troisième axe. Finalement, c'est toutes les petites briques techno, depuis la vis de 6 jusqu'à la grosse infrastructure de gros forgés au Creusot, qui vont nous faire passer finalement en 2020 sur certains sujets et peut-être avec un peu d'enthousiasme prendre le pas même et prendre un temps d'avance sur en particulier nos compétiteurs internationaux. Alors réacteur numérique, c'est une grosse thématique, c'est finalement pouvoir modéliser un réacteur, mais modéliser à la fois sous forme de maquette 3D, à la fois sous forme de process, à la fois en termes de continuité des différents codes de calcul ou de dimensionnement. Voilà, c'est très ambitieux, c'est un grand programme de continuité numérique dans la filière, à vocation de conception et d'exploitation. French Fab Métallurgie, de quoi il s'agit? C'est un sujet sur lequel je m'arrête un tout petit peu. Il s'agit de maintenir notre niveau de qualité sur l'approvisionnement des gros forgés qui sont donc les lingots sont fournis classiquement par Industeel et ces gros forgés sont faits à la forge du Creusot chez Framatome, et qui servent à fabriquer ensuite nos cuves et autres emballages de transport de matières nucléaires. Alors pourquoi est-ce que c'est stratégique? Parce qu'il en va de l'indépendance quasiment géopolitique de la France sur l'approvisionnement des gros forgés. Il faut absolument qu'on ne soit pas soumis uniquement aux capacités d'approvisionnement des grosses forges internationales japonaises, j'ai envie de dire c'est un moindre mal, chinoises, on peut se poser la question, peut-être russes, etc. Et donc c'est un sujet quasiment d'indépendance nationale que de continuer à maintenir cette forge à niveau. Et donc voilà, c'est encore une fois toutes les briques qui pourront y contribuer seront poussées, tirées, sponsorisées, accélérées. Alors un bloc technologique un peu particulier, le contrôle non destructif dans notre filière, c'est vraiment un sujet depuis la conception jusqu'au démantèlement. Bien entendu, en passant par la fabrication, l'exploitation, la maintenance. Et en fait, le sujet, c'est comment est-ce que par les sciences du numérique, on peut corréler différents contrôles non destructifs et surtout bénéficier aussi de bases de données qui pourraient faire jurisprudence en termes d'expertise sur les rapports, etc. Et donc finalement démultiplier la puissance d'analyse et d'expertise sur le contrôle non destructif.
Alors ensuite, Sécu Data Fab, c'est un programme qui va embarquer tout ce qui est briques techno, produits, solutions, services, encore une fois, pour les sujets de traçabilité et de cybersécurité. Locanux, c'est tout ce qui va être sécurisation des sites, géolocalisation, tous ces sujets-là. Autonux, c'est tout ce qui va être robotique, cobotique, téléopération, opérateur augmenté, semi-automatisation, ces choses-là. Et Matinov, c'est les matériaux de demain, les nouveaux matériaux, les anciens matériaux qu'on n'a jamais regardés pour certaines applications, les matériaux qui s'auto-cicatrisent, des matériaux qui disent tout seuls quand ils ont mal, matériaux connectés, etc. Et en quatrième boîte, qui est relativement récente, en fait, on se dit aussi que il ne s'agit pas d'innover uniquement dans les solutions, services, dans les technos, mais peut-être aussi dans la mise en condition de réussite et les modes d'engagement. En fait, ce qu'on se dit, c'est que notre filière, historiquement, elle est quand même très verticale, hein, et on voit que ça fonctionne bien quand on a le temps et quand les marchés sont captifs, pardon. C'est plus le cas. Donc, il faut aller plus vite à plusieurs. Comment est-ce qu'on débride ça? Est-ce que on achète de l'innovation comme on achète un bout de tuyau ou un soudeur? Est-ce que si on pousse tout le monde dans la filière pour innover, est-ce que tout le monde s'y retrouvera? Comment le garantir? Parce que si on sait pas garantir ça, c'est pas comme ça qu'on va débrider les initiatives et la puissance collective. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus projet, un peu plus contrat, un peu plus juridique. Donc c'est innover sur les modes d'engagement qui vont débrider cette innovation. Et puis je vais très vite sur les autres. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer auprès des pouvoirs publics, entre autres, pour les projets qu'on a du mal à financer sur fonds propres seulement et qui relèvent un caractère suffisamment stratégique pour que l'État, les régions, l'Europe nous aident. Slide 6, 7, 8, ça correspond aux 3 premières boîtes. C'est simplement pour que vous perceviez que d'un point de vue stratégique, on n'est pas simplement sur la liste à l'après-vert, qu'on essaye de collectivement se challenger sur des plannings ambitieux, en essayant de jalonner un tout petit peu, et être certain, en tout cas avoir un peu des KPI, on va dire ça comme ça, pour rythmer toutes ces ambitions qu'on se donne. À vrai dire, c'est un effet déclaratif un peu d'engagement collectif et mutuel. À partir du moment où on l'a écrit et on l'a montré à l'État, après, tout le monde a quand même plutôt envie de le faire. Donc, ça donne une rythmique. Alors, bon, on voit bien que donc au niveau GIFEN, on est sur la stratégie, les grands terrains d'innovation, les grands programmes réacteurs d'innovation dans lesquels on fait les appels d'air en disant vous académiques, vous TPE, vous PME, vous ETI, si vous devez innover, si vous devez dépenser 1 euro dans la R&D, s'il vous plaît, dépensez-le plutôt sur tel et tel sujet parce que on en a besoin et quelque part il y a une caution marché derrière. Alors une fois qu'on a dit ça, quand on a dit, je sais pas, je prends un exemple au hasard, qu'on a dit il faut innover pour le SMR New World, bon c'est très bien, il faut absolument le rendre visible, il faut le verbaliser, il faut le communiquer, mais quand je suis une petite PME de Bourgogne-Franche-Comté, j'ai un peu du mal à voir comment je peux contribuer à innover dans l'ESMR. Et donc, le GIFEN s'appuie sur tout un écosystème de partenaires en territoire qui sont implantés, qui sont des associations, des clusters en très bon français, dont le pôle Nucléaire Vallée, dont je suis le directeur technique, et qui finalement démultiplie ces actions stratégiques pour passer finalement de l'intention à la mise en œuvre, et puis faire remonter les initiatives spontanées, individuelles ou collectives, qui effectivement contribuent à cette feuille de route. Donc il y a on va dire de l'information descendante venant de la stratégie du GIFEN qui est délivrée en disant voilà, on a dit qu'il fallait innover là-dedans, et à l'inverse,
on accélère les initiatives qui contribuent et on les rend visibles pour que après tout en haut, elles soient reprises, elles soient aspirées, accélérées, etc. Alors, quel est cet écosystème sur lequel le GIFEN peut compter pour relayer, en tout cas pour ce qui est de l'innovation et de la R&D en territoire? Eh bien, c'est toutes les entreprises, les organismes qui sont listés dans cet histogramme. Bon, les chiffres veulent pas dire grand-chose, à mon sens, puisque quand même le taux de réponse sur ce sondage-là était pas forcément très fort, mais ce qui est important, c'est dire que finalement toutes les entreprises qui innovent, on a vu c'était une sur deux, en tout cas qui sont dynamiques dans la démarche d'innovation, elles s'appuient sur les écosystèmes locaux pour trouver des partenaires pour innover à plusieurs. Donc dont le pôle de compétitivité de la filière nucléaire. Alors le pôle, il est implanté, il s'appelle Nucléaire Vallée, c'est parce qu'il est le long de la vallée du Rhône, hein, ça on le voit bien sur la carte. Et puis le mandat, il est national, et donc il faut s'appuyer sur les relais locaux qui connaissent leur tissu industriel. Donc dont les principaux sont listés sur la gauche. Alors, tous ceux qui sont listés sur la gauche ne sont pas des associations d'entreprises qui travaillent dans l'innovation, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, elles sont bien là. Ouais, le temps qui passe, il faut que j'accélère. En plus, si Elsa réapparaît, c'est que... Donc, je passe sur le slide 11, c'est qu'est-ce que peut faire ce tissu associatif. Alors, là, on va passer un peu dans la liste à l'après-vert, mais le message, c'est vraiment, encore une fois, le nucléaire, c'est avant tout un lieu d'industrie lourde. Et donc, tous les métiers sont concernés, tous les corps d'état techniques sont concernés, et la dynamique, elle est vivace dans tous les domaines de l'ingénierie, de la fabrication, etc. Sur un aspect conception et réalisation d'équipements, il y a beaucoup de projets d'innovation en rupture sur tout ce qui est matériaux, principalement métalliques, tout ce qui est procédé d'élaboration et de fabrication. On a de gros sujets autour du soudage. Alors ça va de nouveaux procédés de soudure, ça va soudeur augmenté qui a un cordon de soudure type karaoké dans son masque de soudeur, à des choses vraiment beaucoup plus conceptuelles. Mais en tout cas, c'est très actif. Bien sûr, tout ce qui est outils de simulation numérique, tout ce qui est CND, hein, au sens large. On a parlé tout à l'heure de l'IA aussi au service des CND. Tout l'INC, il y a beaucoup de sujets. On a quand même quelques sujets d'obsolescence aussi sur le contrôle-commande, en particulier sur le parc 900 et 1300. Il s'agit aussi d'innover là-dedans. Tout ce qui est utilities au sens large, en particulier l'HVAC. Et puis, là, on n'est pas sur les technos, mais bien sur les outils, les méthodes et la capitalisation des savoir-faire. On parle souvent de knowledge management. Ça, c'est plutôt chez les grands groupes et les grandes ingénieries. C'est pas tant ça qui me fait peur, moi, personnellement, mais c'est plutôt comment on capitalise le geste du taulier, le geste du soudeur. Voilà. D'un point de vue exploitation et maintenance, très vivace. Tous ces domaines-là sont très vivaces. Bien sûr, tout ce qui va contribuer à passer plutôt de la maintenance périodique à la maintenance prédictive. Alors, je préfère le terme maintenance conditionnelle. Tout ce qui est bien sûr développement de nouveaux outillages. Bien sûr, tout ce qui est robotique. Alors, il y a robotique, mais c'est cobotique, téléopération. Je vous dirai après ce que c'est le DAS3. Outils de visualisation 3D, etc. Tout ce qui est paperless. Avec l'intervenant connecté, la tablette au lieu de la rame de papier en intervention, etc. Beaucoup de sujets, bien sûr, de type IoT, instrumentation. L'END, c'est le CND, mais en service. Et tout ce qui est mesure, métrologie. Sur le démantèlement, recyclage, stockage, cycle du combustible, c'est peut-être un des sujets qui sont le plus vivaces aujourd'hui sur la dynamique d'innovation. Je rappelle, sur le slide d'avant, il y avait robotique, cobotique, téléopération. Sur le démantèlement, c'est, j'ai envie de dire, encore plus prégnant. Tout ce qui est scénarisation du démantèlement, tout ce qui est cartographie, et surtout automatisation des cartographies,
des termes sources, c'est primordial. Et tout ce qui est précision de la cartographie, de la caractérisation, c'est primordial. J'essaye de voir un petit peu s'il y a des choses particulières qui parlent pas toutes seules. Voilà, après, je pense que le reste est assez clair. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de vraiment arrêter de faire nos centrales de manière traditionnelle, puisqu'on voit que on a quand même un peu du mal à gérer nos plannings EPC, alors avec plein de raisons, mais ce qui pourrait nous aider, c'est quand même à être un peu plus dans la préfab, dans la modularité, et surtout se forcer à mieux gérer nos exigences et nos interfaces, soit projet, soit physique. Et ça veut dire intégrer plus dans notre ADN la construction modulaire. Donc ça, c'est vraiment un énorme axe, à la fois au niveau stratégique, mais aussi dans la déclinaison que les démarches d'innovation dans chacune des entreprises est faite. Le reste, ça parle aussi à peu près tout seul. Peut-être Guillaume, juste, je me permets, il y a des questions sur les outils numériques. Ouais. Et l'aspect modélisation, simulation. Oui. Notamment s'il y a eu des choix d'outils en particulier ou qu'est-ce qui fait pour aider à l'expérimentation? Ouais, alors les sciences du numérique de manière générale, c'est bien sûr en transverse de tous les corps d'état techniques. On n'est pas une filière du numérique, on est une filière nucléaire. On est peut-être en retard sur l'intégration de la puissance du numérique dans nos activités et dans nos métiers. Donc là, l'innovation, à vrai dire, elle est plutôt une innovation, ce qu'on appelle une innovation d'usage, c'est-à-dire comment intégrer des choses qui sont un peu intégrées ailleurs dans nos métiers et comment en bénéficier en termes de performance opérationnelle, compétitivité, etc. Le choix qui est fait dans la démarche d'innovation, en tout cas la tendance qui est prise, c'est pas de choisir des outils et d'y aller à fond, c'est plutôt travailler sur tout ce qui est interconnectivité, interopérabilité, lier les sciences du numérique entre elles. Alors, on parle beaucoup de jumeaux numériques. Jumeaux numériques, il faudrait déjà qu'on définisse un peu ce que c'est. On parle beaucoup de continuité numérique, c'est lier les codes de calcul entre eux, remplir les trous. Les sciences du numérique sont vraiment un accélérateur de nos besoins métiers. Il faut vraiment les prendre comme ça. Et ce qu'il faut, c'est plutôt travailler sur un standard qui permette à tout le monde de travailler ensemble avec son environnement numérique et le choix de ses solutions numériques sans contraindre les entreprises, mais plutôt s'assurer que finalement, quel que soit leur outil et leur maturité technologique dans les sciences numériques, elles puissent travailler entre elles sans perte d'information, sans avoir à retaper, sans avoir à réémettre des documents, manipuler bien de la donnée, qu'on soit dans un logiciel ou d'un autre, et qu'elle soit transférable d'un bout à l'autre d'un projet. Donc ça, c'est vraiment le cœur des activités. Et puis après, il y a tout ce qui est technologie blockchain au service de la traçabilité, en particulier des maîtrises des processus de fabrication. Bien sûr, il y a des sujets de cybersécurité. Ensuite, il y a tout ce qui est IoT, Internet of Things. Mais alors là, chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un boulon, ça peut être un équipement, ça peut être une installation, ça peut être une armoire de contrôle-commande. Donc toutes les dimensions sont à prendre, mais c'est comment on connecte les choses entre elles, bien entendu, sans perte de capacité en termes de qualif, etc., et de sûreté. Et ensuite, ça va être tout ce qui va être augmentation de l'opérateur ou de l'intervenant, avec bien sûr en fer de lance la réduction dosimétrique, avec toutes les technologies, et bien sûr aussi sur la formation, avec toutes les technologies de la réalité augmentée, du virtuel, et puis mais surtout de l'hybride en fait. Donc surtout de la surimposition du virtuel sur le réel. C'est plutôt la tendance qu'on ressent.
Il y a une question sur le déploiement de ces innovations auprès des industriels. En fait, pour reposer la question, ce serait, en fait, vous avez identifié des axes, etc. Mais c'est qui déploie ces innovations et comment on garantit qu'il y a toujours de la concurrence et, qui peut être bénéfique aussi pour challenger et faire avancer, même si on s'est mis d'accord sur un cadre commun au sein du GIFEN ou de Nuclear Valley. Oui, c'est très important. C'est aussi pour ça que je présentais tout à l'heure, d'un point de vue JFEN, notre 4e axe, là, ce qu'on appelle les modes d'engagement. On a les thématiques d'innovation stratégique. On ne sait pas trop quoi en faire. On identifie les verrous. Et là, c'est là où on a besoin de l'intelligence collective la plus large. Donc, on fait ce qu'on appelle des séances d'idéation en territoire. Tout l'écosystème y participe. Les entreprises y contribuent. Et j'ai envie de dire, plus on est de fous et de sachants, meilleures sont les idées et plus rapides elles émergent. Dès lors qu'un sujet commence à être mûr, on parle de projets d'innovation émergents, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui commencent à lever la main en disant moi, ce truc-là, je peux y participer, j'ai un bout de la solution, mais je peux peut-être pas y aller tout seul. On voit des consortiums, des partenariats qui commencent à se détourer. Et à ce moment-là, bien entendu, c'est pas le monde des bisounours, on reste dans une filière industrielle et surtout économique qui est assez challenging en termes de compétition, de concurrence. Et donc, il faut que les entreprises qui sont dynamiques et performantes dans la démarche d'innovation, elles puissent en retirer quelque chose. Et donc, en fait, c'est un peu le travail de tous les gens qui contribuent à cet écosystème, c'est d'accompagner les entreprises à être finalement le plus possible en amont sur de l'intelligence collective, et puis dès que c'est suffisamment mûr, finalement exfiltrer un petit peu les consortiums, et là, travailler sur des conventions de travail, des conventions de propriété intellectuelle, pour que ces consortiums-là récupèrent le fruit de leur démarche d'innovation. Elsa, micro. Oui. Pardon. Il y a une question sur, alors je la lis. En lien avec l'obsolescence, l'innovation en termes d'IEC, en particulier, n'est-elle pas un peu bloquée par les autorités de sûreté en France? J'ai le souvenir d'un problème d'acceptation du contrôle commande numérique. Oui, c'est un sujet. Alors, est-ce qu'on peut parler de bloqué par les autorités de sûreté? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour faire simple, pour ceux qui connaissent, dans un REP 900 MW, voilà, vous avez du relayage. On pourrait imaginer qu'on pourrait programmer une petite carte numérique, l'encapsuler dans un format physique qui a la même forme que le relais. On vient débrocher X relais, on vient remplacer ça par quelque chose qui a la même forme. Et à l'intérieur, il y a un petit ordinateur qui fait la fonction numérique. Clairement, il y a plein de sujets autour de ça. La problématique, c'est pas tant le matériel, c'est plutôt la qualification des codes qui finalement codent ces cartes, qui font le logiciel numérique de ces modules, sur lequel il faut travailler. Et le sujet de lutte contre l'obsolescence INC, c'est beaucoup un sujet de qualification, de fiabilisation des logiciels de calcul. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je ne sais pas s'il y en a connecté au webinaire, mais on peut ce que je vais dire là, c'est à mesurer, je prends un peu des gros sabots, mais on est un petit peu condamné à acheter du Siemens, du Schneider, du Telemeca, qui fait le café, qui lit les MP3, etc. Alors que peut-être parfois on a juste besoin d'un variateur de puissance. Et donc ce matériel-là, il est très difficile à qualifier parce qu'il a plein de fonctions de sûreté à vérifier, etc. Alors que en fait, on a peut-être besoin que d'un petit bout. Donc il y a aussi des sujets autour de ça. Concevoir et qualifier le matériel dont on a strictement besoin. On a suffisamment de problèmes avec nos dossiers de sûreté comme ça pour pas s'en rajouter avec du matériel superfétatoire.
peut-être juste une question complémentaire et puis comme ça, je vous laisserai aussi conclure votre présentation. Donc, il y a des sujets. Est-ce qu'il y a des sujets au sein soit de la feuille de route, soit de votre déclinaison à l'intérieur de Nuclear Valley autour de l'innovation participative ou de programmes intrapreneurial? Donc, plutôt pas technique, mais plutôt sur moi, ce que je comprends sur les processus d'innovation. Sur les processus d'innovation, non, je dirais qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas vraiment de sujet comme ça. Il y a beaucoup de choses qui existent en termes de processus, en termes de plateformes pour encapsuler ces processus. Bon, je pense qu'on n'invente rien et surtout qu'il faut pas trop se disperser. Par contre, je reviens sur cette boîte à outils filière. Ça, c'est très important qu'ils mettent, qui donnent le bon contexte pour débrider cette innovation. J'essaie de donner un exemple. Si on est une TPE et qu'on a une bonne idée, un peu, on va dire hier dans la filière, la TPE, elle allait tout doucement sur fonds propres, elle développait son truc avec un secret hyper militaire pour être sûr de conserver son avantage concurrentiel et pas se faire spolier ni par la concurrence, ni alors à juste titre ou pas, ni prendre le risque de se faire spolier par son client, etc. Demain, il faut que tout le cadre juridique, processus achat, boîte à outils sur des conventions de travail, sur des typologies pré-mâchées de répartition de la propriété intellectuelle, etc., existent pour que, avec toutes les portes de sortie aussi, en cas de succès, en cas d'échec, qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que j'en retire, voilà, sur quel marché, et que tout ça, ça existe, ce cadre qui soit connu, qui soit partagé au niveau filière, qu'on ait finalement plus qu'à piocher dedans pour que très rapidement, dès qu'on a une bonne idée, on n'ait pas peur de se la faire spolier, que on soit à l'aise à aller travailler avec la boîte d'à côté avec laquelle normalement on est concurrent, qu'on soit à l'aise d'aller la présenter très tôt à son client pour bénéficier de son REX, de ses données, de son cahier des charges, sans avoir peur de se le faire piquer ou de dire non, mais à EDF ou le CEA, après, ils vont développer en interne. Tout ça, il faut casser tous ces paradigmes-là, toutes ces postures-là, toutes ces peurs un peu irrationnelles. Et il faut pour ça construire la boîte à outils filière. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment plutôt ça l'enjeu. Il faut qu'on renverse la table, un peu à l'image de ce qu'a pu faire l'aérospatial. Le CNES, dans l'aérospatial, il n'y a pas de sujet propriété intellectuelle. Les gens innovent plus vite que la musique, et c'est ça qui fait la dynamique. Donc on n'en est pas encore là dans le nucléaire, mais c'est un peu ce qu'il faut viser. Ensuite, j'avais un tout dernier slide, c'était pour jeter l'encre un peu loin, et puis après, il faut que je me taise. Le nucléaire d'innovation, c'est aussi la filière médicale, c'est aussi le soutien au voyage spatial avec les technologies du RTG, avec les batteries électronucléaires type, voilà, on a des projets par exemple de valorisation des émissions bêta du tritium pour le biomonitoring spatial. Demain, quand on ira sur Mars, on aura bien envie de voir si les reins ou le foie de nos spationautes sont en bon état, peut-être. Et puis, bien sûr, après, tout ce qui est apport énergétique pour les sondes et les engins spatiaux. Merci beaucoup, Guillaume. C'était très complet et très riche. Cécile, je propose que vous vous reconnectiez, comme ça on fait une petite conclusion. En tout cas, vraiment merci beaucoup pour ce panel présenté. On voit que, comme vous l'avez dit, hein, il y a de l'innovation dans tous les domaines et les champs d'activité de la filière nucléaire qui est assez vaste. Moi, je souhaitais conclure sur une touche un peu
plus à destination des étudiants et des jeunes professionnels qui nous écoutent, en disant qu'est-ce qui vous a amené dans la filière nucléaire et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à la rejoindre? Alors peut-être Cécile, je vous laisse commencer en affichant ce que vous vouliez présenter. Voilà. Oui, alors nous, au GIFEN, on travaille, donc, comme vous l'avez vu, sur l'attractivité, donc qui est un vrai sujet, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même une désaffection pour les métiers de l'industrie au-delà du nucléaire. Et donc, en fait, on a essayé de faire un petit flyer, là, que vous pourrez d'ailleurs largement utiliser, donc qui est censé être à destination du grand public, des étudiants, pour essayer de montrer eh bien, des aspects positifs et motivants de cette industrie. Donc, il y a certains de ces 11 items qui, moi, me parlent personnellement, mais dans le groupe de travail sur lequel on a travaillé là-dessus, on était personnellement touchés ou convaincus par ces items. Donc, vous voyez qu'il y a les aspects, alors si je les balaye rapidement, donc on est sur une filière pérenne et qui recrute par rapport à d'autres filières industrielles, qu'on recrute sur tout type de formation, du CAP au Bac+5, que les femmes sont bienvenues. Alors ça, on est entre nous, donc c'est un argument un peu compliqué parce que malgré tout, le pourcentage de femmes reste faible dans cette filière. Mais bon, on espère qu'il ne fera qu'augmenter. Que c'est donc une filière d'innovation, comme évidemment on a bien parlé Guillaume. Bon, le sujet des déchets qui est un petit peu compliqué à expliquer dans un slide comme celui-là, mais qu'on a mis quand même. Le sujet du réchauffement climatique, qui évidemment est très important aujourd'hui, hein, et qu'il faut vraiment pas hésiter à expliquer autour de vous. Et puis ensuite des sujets comme l'évolution professionnelle, le fait de pouvoir travailler dans tout type d'entreprise, des grandes, des petites, des donneurs d'ordre, le fait de pouvoir rester dans sa région, puisque souvent il y a des installations nucléaires, ou au contraire le fait de pouvoir partir à l'international. Et enfin, tout ça fait que ce qu'on a voulu mettre dans l'idée numéro 11, c'est qu'il faut revendiquer que on a une fierté à travailler dans cette filière qui a du sens, puisqu'on travaille quand même pour un bien commun, hein, qui est la fourniture d'électricité, ou pour des applications médicales, comme disait Guillaume. Et donc, c'est aussi, malgré tout, quelque chose d'important de travailler pour une filière dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on trouve qu'il y a du sens. Et je pense que c'est simplement, c'est à partir de ces conditions-là que l'on arrive aussi à s'épanouir dans son travail. Voilà, donc je voulais vous montrer ce petit flyer-là et surtout, n'hésitez pas à le prendre et à vous en servir. Merci Cécile. Pendant que je redonne la parole à Guillaume pour conclure sur la même question, voilà, il y a Thomas qui vous envoie un petit quiz. Guillaume, je te laisse répondre. Je suis obligé de cliquer plein de fois sur faites-le plus tard sur le quiz pour revoir. Voilà. Est-ce que tu peux répéter la question, Elsa? J'étais en train de répondre aux questions dans le chat. Qu'est-ce qui vous a amené dans la filière nucléaire et que diriez-vous à quelqu'un qui hésite de la rejoindre pour conclure Alors, moi, je vais être très honnête. Je suis arrivé dans la filière un peu par hasard, il y a un peu plus de 11 ans. Avant, j'étais dans l'oil and gas et la construction de manière très générale, essentiellement à l'expat. Je suis rentré dans la filière nucléaire via la prestation chez Framatome en 2009. Donc Areva à l'époque. Et je suis rentré un peu par hasard et en fait, j'y suis resté. Par la diversité des métiers techniques. Moi, je suis de formation ingénieur généraliste à tendance méca. Quand on aime la technique, les installations industrielles que la filière nucléaire nous propose, les talents qu'on rencontre nourrissent la curiosité, l'engouement technique, et ça c'est clair. J'ai rencontré aussi des équipes toujours hyper investies, à la différence peut-être d'autres filières industrielles que j'ai pu côtoyer.
les gens agissent avec une forme déjà de responsabilité dans leur métier, parce que sûreté, parce que voilà, avec une forme d'engagement, parce que nécessité de la disponibilité des tranches, etc. Et ça change quand même pas mal la donne. Donc voilà pourquoi j'y suis resté. Si j'aurais juste un conseil à donner aux futurs diplômés ou aux jeunes diplômés, c'est déjà, comme on l'a vu, comme l'a dit Cécile, une entreprise aujourd'hui qui travaille dans le nucléaire, elle ne travaille pas que dans le nucléaire. Donc, j'ai envie de dire quasiment, ça ne veut pas dire grand-chose de dire j'ai pas envie de travailler dans le nucléaire. Travailler dans une entreprise industrielle, c'est peut-être aussi pour le nucléaire. Et puis surtout, quelle que soit sa formation, quel que soit son bagage académique, pour moi, il faut aller secouer de la ferraille et serrer des boulons, aller sur les tranches, comprendre les problématiques des exploitants, des maintenanciers, aller prendre de la dose. Et après, on comprend mieux comment se projeter en tant qu'ingénieur, en tant que manager, en tant que fournisseur. C'est ça mon conseil. Merci beaucoup. J'ai plus qu'à vous remercier à nouveau, Cécile et Guillaume, pour votre éclairage sur le sujet et puis pour avoir permis de répondre aux nombreuses questions que nous avons eues sur les rubriques sur le côté. J'invite les participants qui ne l'ont pas encore fait à répondre au quiz. Et puis, nous vous retrouvons pour le deuxième webinaire fin juin. Voilà. Je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et merci Elsa. Merci. Au revoir. Au revoir.